En 2011, un groupe de joueurs a réussi en 3 semaines ce que des chercheurs ne parvenaient pas à résoudre depuis 15 ans. Ils ont aidé à comprendre la structure d'une enzyme du virus du sida, ouvrant les portes à de nouveaux traitements. Et ça, ils l'ont fait en jouant. Foldit est un jeu scientifique où les joueurs doivent plier des protéines de la façon la plus efficace possible. Ce que des chercheurs ne parvenaient pas à résoudre avec des algorithmes complexes, ces joueurs y sont parvenus avec leur instinct, leur persévérance et des compétences qu'ils ont apprises dans les jeux. Alors la prochaine fois qu'on vous dit que jouer est une perte de temps, rappelez-vous qu'un jeu a aidé à lutter contre le sida. Jouer peut être une solution aux défis du monde réel. Imaginez un monde où chaque défi du quotidien est une quête. Nous gagnons en compétences comme dans un RPG, jeu à réel personnage, et où nous collaborons comme dans un jeu multijoueur. Ce que je vais vous dire risque de bousculer vos convictions. Mais je suis convaincue qu'à la fin, vous comprendrez le potentiel qu'ont les jeux de transformer notre quotidien, nos entreprises et notre société. Je suis Kimberly Glany et la vie, les jeux et ma mère ont fait mon éducation. Depuis mon plus jeune âge, elle m'a fait découvrir le monde du numérique et le monde des jeux vidéo. Baignant elle-même là-dedans et étant très sportive, j'ai pu avoir une vision presque 360 de mes capacités physiques et cognitives. Haute comme 3 pommes, j'ai appris les bases des mathématiques sur Adibou. Géré mon foyer et compris les enjeux du quotidien sur les Sims. Amener mon royaume à la conquête des territoires sur Age of Empires. Construire ma ville en respectant les réglementations économiques, environnementales et sociales sur SimCity. Et développer mon attention et ma concentration sur des jeux de console comme Mario. Mon cerveau ressemble probablement à ça, et ma vision du monde à ça. Mais justement, si je tiens tant à vous partager ma réflexion sur la gamification, c'est parce que les jeux m'ont construit et m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Une jeune femme entrant dans la vie active avec un bac S et 4 ans d'école de commerce, qui a décidé de mener une aventure professionnelle pour acquérir de nouvelles compétences, tout en étant en bonne santé, avec une alimentation saine, une pratique sportive régulière et une vie sociale au top. Et ce sont justement ces expériences de vie et de jeu qui me permettent aujourd'hui d'affirmer que la vie est un jeu, que je suis le héros de mon propre jeu, que je suis le héros de ma vie, parce que la vie est un jeu et nous ne sommes que des joueurs. Le mot « jeu » fait souvent référence à l'enfance, l'insouciance, voire la perte de temps. Et pourtant, les jeux de société, les jeux vidéo ou encore les jeux sportifs font partie intégrante de notre culture. Mais certains parents et enseignants avec qui j'ai discuté voient les joueurs comme ça. Pour eux, dès qu'on joue, on perd nos capacités d'attention, de concentration, nos capacités sociales et on devient moins intelligent. Alors oui, l'excès est nocif, comme tout, comme l'alcool, comme le sport et la nourriture. Mais bien encadrés, les jeux peuvent être une source d'apprentissage et de développement cognitif conséquent. Par levée de main, dites-moi qui a déjà joué à un jeu, quel qu'il soit. Bien. Et maintenant, dites-moi qui a déjà pris conscience du fait qu'il ait appris quelque chose en jouant. Je vois beaucoup de mains levées et je suis très contente. En 2022, à l'Université du Vermont, des chercheurs ont analysé les données de près de 2000 enfants âgés de 9 à 10 ans. Ils ont constaté que ceux qui jouaient régulièrement aux jeux vidéo étaient plus rapides et efficaces dans des tâches évaluant le contrôle de l'impulsivité et la mémorisation, contrairement à ceux qui ne jouaient pas du tout. Et l'imagerie cérébrale a révélé une activité accrue dans ces zones du cerveau hébergeant la mémorisation et l'attention. Alors oui, on parle souvent d'agressivité, mais non, l'agressivité n'est pas directement liée au fait de jouer.
Il dépend de notre environnement social et familial et du caractère de chacun. Si c'était le cas, nous aurions eu plus de 3,5 milliards de criminels dans nos rues. Il est donc important de ne pas leur attribuer tous les torts. Il a été également prouvé que les jeux pouvaient nous aider dans nos compétences de tous les jours, pour la créativité, la productivité, la confiance en soi, la gestion de la pression ou encore la résolution de problèmes. Un spécialiste en informatique, suivi pendant 20 ans par des chercheurs de l'Université de Houston, a affirmé que son expérience de jeu lui avait permis de développer des compétences, de pouvoir mieux coacher et communiquer avec ses nouveaux employés. Et d'autres personnes suivies durant la même étude ont confirmé que cela avait permis de développer leur capacité de leadership, de travail d'équipe et de résolution de problèmes. Mais ces progrès dans ces nombreux domaines ne sont pas dus au hasard. Non. Ils reposent sur des mécanismes fondamentaux du jeu qui utilisent nos compétences naturelles et qui favorisent l'apprentissage de manière engageante et instinctive, ce qui est un vrai entraînement pour le cerveau. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos aventures de jeu sont aussi passionnantes et donc addictives. Ça nous permet de sortir de notre zone de confort de manière confortable. Et ces mécanismes de jeu sont déjà présents dans notre vie et parfois on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, les quêtes, avoir un objectif précis, un objectif à accomplir. Mais pour accomplir cet objectif, nous allons devoir réussir des défis. Ces défis, ça peut être remplir notre to-do list ou encore participer à un concours, être présent aux entraînements. Ces défis vont nous permettre de nous surpasser. Mais pour ça, nous devons collaborer, échanger avec d'autres personnes, notre famille, nos amis, des collègues. Et dans certains jeux, les joueurs doivent se réunir à des heures précises pour pouvoir réaliser une mission tous ensemble. Ça peut faire référence au co-développement d'un projet, co-développer une entreprise, par exemple. Et pour ça, pour collaborer, et lorsque nous collaborons avec tout cet échange, nous partageons nos connaissances. Nous acquérons de nouvelles connaissances et nous partageons des connaissances avec d'autres personnes, ce qui permet à tout le monde d'apprendre. Et lorsque nous apprenons, nous progressons. Nous montons en compétences, nous sommes plus compétents et donc nous pouvons atteindre notre objectif. Pour matérialiser la progression, en général, je fais souvent référence au fait de monter en grade dans une entreprise ou encore d'avoir une nouvelle ceinture aux arts martiaux. Lorsque nous progressions, nous avons atteint notre objectif, c'est super. Et donc, pour avoir conscience de notre progression et donc de notre performance, nous sommes classés. Être premier de la classe ou encore être employé du mois, ce qui nous permet par la suite d'être enfin récompensés. La récompense, c'est ce que nous attendons tous lorsque nous commençons, lorsque nous cherchons, lorsque nous avons notre objectif. Cette récompense, ça peut être quoi ? Une médaille, une prime de travail ou encore la reconnaissance publique. Mais cette récompense nous permet d'être encore plus motivés, d'avoir envie de réessayer parce que oui, on se sent plus fort et d'attaque à recommencer, à avoir un nouvel objectif, pour réussir de nouveaux défis, pour collaborer avec de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses, pour ensuite être classé et encore et enfin être récompensé. De nombreuses entreprises ont compris que ces mécanismes de jeu pouvaient améliorer leur expérience utilisateur et leur expérience collaborateur. Comme Duolingo, cette plateforme d'apprentissage de langue, qui a décidé d'intégrer des mécanismes de jeu afin de rendre sa plateforme et l'apprentissage des langues beaucoup plus ludiques, enrichissants et intéressants. Ils ont intégré les points, les niveaux, les classements et les badges parce qu'ils ont réalisé que lorsque l'on s'amuse en apprenant quelque chose, on est non seulement plus productif, mais en plus, on a tendance à rester plus longtemps sur la plateforme. Ce qui leur a permis d'améliorer leur rétention client et d'augmenter le nombre de clients fidélisés. Ensuite, on a ce père de famille qui a réalisé que ses enfants passaient plus de temps devant les jeux et étaient beaucoup plus attentifs devant les jeux que devant leurs propres devoirs. Alors, il a créé PowerZ, ce jeu réunissant
le jeu et les devoirs permettent aux enfants d'apprendre les mathématiques, les langues, l'astronomie, la poésie, de façon beaucoup plus simple et facile, ce qui leur permet de rester non seulement plus longtemps à apprendre, mais d'apprendre mieux et plus rapidement. Et ensuite, on a McDonald's, qui a décidé de révolutionner sa façon de recruter. Il ne se base plus sur des CV qui donnent des informations sur notre parcours académique ou encore notre parcours professionnel. Ils ont décidé de voir les choses autrement et de savoir, de comprendre quelles sont les capacités à avoir lorsqu'ils veulent recruter dans tel ou tel poste. Et donc, grâce au jeu, ils peuvent maintenant voir quelle est la capacité de mémorisation, la capacité d'attention et de réactivité de leurs candidats, ce qui leur permet d'avoir de meilleures candidatures. Donc, il faut faire très attention, parce qu'il y a une différence entre un jeu et intégrer des mécanismes de jeu dans sa vie. Nous allons gamifier et ludifier nos activités. Je m'explique. La gamification, c'est le fait d'intégrer des mécanismes de jeu dans un concept qui de base n'a rien à voir avec le jeu, comme la formation, le marketing ou encore le team building. Grâce à ça, nous acquérons un nouvel objectif, nous augmentons nos objectifs extrinsèques. Les objectifs extrinsèques, c'est quoi? Ce sont des objectifs liés par exemple à l'entreprise, où on va devoir développer la fidélisation, la notoriété ou encore le travail d'équipe dans nos équipes. Et à contrario, la ludification, c'est le fait de prendre un jeu de sport, un jeu de société ou encore un jeu vidéo, pour qu'il puisse permettre de développer des compétences intrinsèques comme la créativité, le plaisir, la motivation ou encore la confiance en soi. Certains parents utilisent la ludification dans leur activité pour pouvoir développer la motricité de leurs bambins. Ou encore, lorsque j'étais plus jeune, j'allais chez les parents d'une amie à moi assez régulièrement et ils avaient mis en place un planning de tâches ménagères, ce qui nous permettait non seulement de savoir exactement quelles tâches réaliser, quand et comment. Ça nous a permis de développer notre discipline et notre organisation. C'est très intéressant parce qu'à la fin, lorsque nous avions terminé, nous étions non seulement fiers d'avoir réalisé notre tâche, donc la satisfaction d'une tâche accomplie, mais en plus, nous savions que nous serons récompensés par le fait de pouvoir aller jouer ou encore le fait de choisir notre goûter. Mais quand on regarde bien, nos expériences virtuelles ont un réel impact sur notre vie. Le cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que nous vivons et ce que nous imaginons. Les neurosciences ont prouvé que, justement, la visualisation mentale était un outil puissant d'apprentissage, ce qui nous permettait de réaliser des tâches dans un jeu virtuel ou non, que le cerveau traiterait comme une expérience réelle. Et donc, ce qui nous permettrait dans la vraie vie de développer nos capacités de résolution de problèmes, ainsi que notre efficacité dans certaines tâches. Et donc, grâce à ça, nous avons la capacité et l'opportunité, justement, de développer et de sortir nos hormones clés, comme la dopamine, qui va favoriser notre motivation et renforcer notre plaisir d'apprendre, et l'endorphine, qui va réduire notre stress et renforcer notre sentiment de bien-être. Ce que j'aime beaucoup dire et l'histoire que j'aime beaucoup raconter par rapport à tout ça, parce que j'aime donner des cas concrets, c'est qu'il y a un jeune Britannique qui s'appelle Ian Mardenbourg. Ce jeune Britannique, passionné d'automobile, ne s'entraînait que sur le jeu Gran Turismo. Et un jour, en 2011, il a décidé de participer à un concours du jeu. Et c'est là qu'il a été repéré par une écurie qui lui a donné sa chance sur de vrais circuits. Et depuis, Ian est devenu un pilote professionnel, non pas grâce à un circuit classique,
mais grâce aux compétences qu'il avait acquises dans le jeu. Et à côté, on a ce petit garçon passionné de football, qui passait son temps à acheter et à revendre des joueurs sur son ordinateur. Bien sûr, de faux joueurs, c'était un jeu. Il passait son temps à créer des stratégies d'équipe afin d'avoir la meilleure équipe pour battre tout le monde et donc avoir le meilleur club au monde. Et au fur et à mesure du temps, il a progressé, il a appris, il a continué à jouer et il a fait de sa passion sa profession. Je parle de Pablo Longoria, le président directoire de l'OM. Ce monsieur, depuis son enfance, a appris des compétences sur une plateforme, alors qu'il était juste passionné, pour ensuite vivre de sa passion et partir à l'aventure dans un monde qu'il connaissait déjà. Alors au final, quelle est la différence entre un jeu et la vraie vie ? Eh bien, comme on l'a vu, les jeux nous permettent de développer des compétences cognitives. Nos actions dans les jeux ressemblent énormément aux actions que nous menons dans la vraie vie. Mais j'aimerais vous amener plus loin. Parce que je pense que les jeux peuvent nous apprendre beaucoup plus sur la vie. Quand on joue, on plonge dans un monde où il y a une infinité de possibilités, où tout nous semble possible et accessible. Nous devenons un héros, nous passons des étapes et surtout, chaque problème a une solution. Alors que dans la vraie vie, le plus souvent, on a peur d'échouer. Alors on préfère ne même pas essayer plutôt qu'échouer. Dans les jeux, notre vision est différente, on change de perspective. Le fait de pouvoir rejouer nous permet d'adapter notre stratégie et de recommencer. Et c'est là qu'on comprend que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Je ne vous dis pas que tout le monde devrait jouer, non, pas du tout. Je dis juste que notre vie devrait ressembler davantage à un jeu. Je suis consciente que certaines personnes vivent des moments difficiles et passent par des passes très compliquées, mais justement, dans un jeu, on ne subit pas. On prend des décisions, on progresse, on s'adapte et on apprend. Alors, pourquoi ne pas prendre le contrôle de notre vie comme on le ferait dans un jeu ? Merci.